Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, au Bénin, les élections professionnelles nationales se tiendront le 10 décembre 2020. Les travailleurs salariés sont appelés à voter pour les confédérations et centrales syndicales de leur choix afin de désigner leurs interlocuteurs valables auprès du gouvernement et du patronat. L'Organisation internationale de la francophonie célébrait le 3 novembre les 20 ans de la déclaration de Bamako. À cette occasion, l'OIF organise un cycle de conférences virtuelles sur des questions relatives aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales et à la démocratie. La première conférence aura lieu ce mardi 10 novembre. Et puis vers l'abandon de la production d'engrais agricoles au Nigeria, une décision du ministère de l'Agriculture et du Développement rural soucieux de la nécessité d'être pragmatique dans la gestion de ce secteur qui est en difficulté depuis plus de 30 ans. Mais tout d'abord, les procureurs ivoiriens poursuivent plus d'une douzaine de chefs de l'opposition pour sédition et actes de terrorisme, entre autres. Ces derniers ont boycotté le scrutin présidentiel du 31 octobre, au cours duquel le président Alassane Ouattara a remporté un troisième mandat qu'il juge inconstitutionnel. Samedi 7 novembre, Angéline Kili, l'épouse du chef de l'opposition ivoirienne et ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, a confirmé son arrestation intervenue le 6 novembre pour avoir créé un gouvernement rival après la victoire électorale du président sortant Alassane Ouattara. Maurice Gikawe, le numéro 2 du PDCI, a également été arrêté avec 5 autres personnalités du parti. Dans un communiqué, le PDCI exige leur libération et dénonce également des expéditions punitives contre les militants et l'occupation par les forces de l'ordre du siège du parti qui se trouve dans le quartier de Cocody à Abidjan. L'atmosphère politique est de plus en plus délétère dans le pays. Cette saison électorale, plus de 40 personnes sont mortes dans des affrontements. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré que plus de 3200 personnes avaient fui vers le Libéria, le Ghana et le Togo voisin, craignant les violences comme en 2010. Plusieurs fois avortée, la troisième édition des élections professionnelles du Bénin aura finalement lieu le 10 décembre. Les Béninois connaîtront sous peu les centrales et confédérations syndicales les plus représentatives du pays. Le vote se fera de manière électronique. Des conditions d'organisation de cette troisième édition qui suscitent des réserves de certains travailleurs réunis au sein du comité confédéral national, notamment. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Leftiono. Les travailleurs salariés iront aux urnes pour le compte de l'élection professionnelle le 10 décembre 2020 au Bénin. Ils doivent aller voter pour les confédérations et centrales syndicales afin de choisir leurs représentants auprès du gouvernement et du patronat. Réunis au sein du comité confédéral national CCN, au regard du dispositif organisationnel annoncé, des travailleurs s'inquiètent d'une nomination en vue par le gouvernement de leurs représentants. Ce que poursuit le président Patrice Talon, c'est la mise d'un dispositif de force syndicale à sa solde, prête à saboter les luttes des travailleurs. Or, pour nous à la CSTB, notre participation à toute élection professionnelle est motivée par la défense des revendications des travailleurs salariés devant le patronat et les institutions étatiques. Le vote électronique et la Commission électorale nationale autonome Sénat sont introduits par le gouvernement dans l'organisation de l'élection professionnelle. Des dispositions contraires au décret du 23 septembre 2020 portant modalité d'organisation des élections professionnelles selon le comité confédéral national. C'est de la fraude électorale, comme ce fut pendant des élections communales et municipales passées. Le gouvernement a encore changer les règles du jeu au cours du jeu. C'est inadmissible et intolérable. Deux groupes de confédérations et centrales syndicales se dessinent dans le pays à l'approche de cette élection. Un qui assume la ligne du syndicalisme révolutionnaire et les autres targués de soutien du gouvernement et qui contrôlent la grande partie des secteurs économiques rentables et le patronat. A noter que le CCN pour sa part milite entre autres pour l'abrogation des lois dites scélérates, la suppression de toutes les décisions arbitraires de radiation des travailleurs salariés et la libération de responsables syndicaux.
L'Organisation internationale de la francophonie se mobilise pour le 20e anniversaire de la déclaration de Bamako sur la démocratie, les droits et les libertés. Des réunions virtuelles vont marquer l'occasion. La première, qui se tiendra ce mardi 10 novembre, portera notamment sur l'évolution de la démocratie dans l'espace francophone. Les détails avec Nathalie Mo. Cette année 2020 se célèbre le 20e anniversaire de la déclaration de Bamako sur la démocratie, les droits et les libertés. L'Organisation internationale de la francophonie OIF prévoit des échanges par visioconférence afin de marquer l'événement. L'OIF veut dresser l'état des lieux du respect de la déclaration de Bamako au sein de ses États membres, notamment en Afrique. À côté de cela, on remarque que, en général, le jeu politique en Afrique francophone, les questions des libertés, les questions de droits de l'homme ont connu beaucoup de difficultés. Il y a des incompréhensions majeures. Le dialogue politique dans la plupart des pays d'Afrique francophone est en situation de blocage. En proclamant que francophonie et démocratie sont indissociables, la déclaration de Bamako marque une étape majeure de la construction politique de la francophonie institutionnelle, aujourd'hui cinquantenaire. Sur le terrain, l'OIF s'illustre par son action en faveur de la consolidation de l'état de droit, la tenue d'élections libres, fiables et transparentes, la promotion d'une culture démocratique intériorisée et le plein respect des droits de l'homme. Sans démocratie, sans libre expression, sans libre choix en matière électorale, il est très difficile de construire des sociétés stables, des sociétés qui permettent l'épanouissement de l'être humain. Pour ce 20e anniversaire de la déclaration de Bamako, l'Organisation internationale de la francophonie lance une discussion inaugurale animée par le président Macky Sall. Le 10 novembre 2020, le chef d'État sénégalais s'exprimera sous le thème « Où en est la démocratie dans l'espace francophone 20 ans après Bamako ». Dans l'actualité également, le forum du dialogue politique libyen s'est ouvert ce lundi 9 novembre en Tunisie sous l'égide des Nations Unies. Objectif, unifier les Libyens profondément divisés depuis 2011 sous un seul exécutif. Cependant, la liste des participants fait polémique. Sur les 75 participants à cette rencontre qui se tient à Gamart en banlieue de Tunis, 42 d'entre eux sont membres des Frères musulmans ou affiliés à l'organisation d'une manière ou d'une autre. La coalition des forces nationales vainqueurs des deux élections organisées depuis 2011, quant à elle, n'est pas représentée. L'opinion publique libyenne émet donc des réserves concernant cette rencontre. En cas de succès, le prochain exécutif sera chargé de tout mettre en œuvre pour organiser des élections générales au bout d'un an. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Alhaji Mohamed Sabo Nanono, a annoncé que le gouvernement fédéral du Nigeria projetait d'abandonner la production d'engrais agricoles. Même si le pays occupe une place stratégique dans la distribution de cette ressource, la filière semble déficitaire depuis un certain nombre d'années, justifiant ainsi la décision du Nigeria. Les précisions d'Ameneji. Décidé à abandonner la production d'engrais agricoles, le Nigeria ne se consacrera désormais qu'au contrôle de la qualité, au prix, à la livraison et à la disponibilité. Une décision qui vient du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, soucieux de la nécessité d'être pragmatique dans la gestion de cette filière. Le Nigeria est l'un des plus grands producteurs d'engrais de la sous-région. On sait que l'engrais, notamment produit au Nigeria, permet de générer pas mal de productivité, donc d'augmenter la production des agriculteurs. Donc le fait que le Nigeria décide de ne plus produire des engrais va réduire la demande et surtout la production de produits agricoles dans la sous-région, ce qui va impacter sur les populations. Mais encore une fois, il faut aussi voir l'idée peut-être du Nigeria de s'adapter à une nouvelle agriculture, une agriculture plus durable et plus écolo, c'est-à-dire qui respecte les problématiques environnementales. Producteur de sa propre urée, le Nigeria à lui seul, c'est 2 à 3 millions de tonnes d'engrais par an, sans oublier la production Dangote. Le Nigeria pense à créer un nouvel type d'agriculture qui soit une agriculture plus proche de ce qui commence à se faire aujourd'hui dans les pays occidentaux à travers l'agriculture de précision. Donc je pense que c'est une chose positive que le Nigeria essaye de prendre en compte certains enjeux climatiques et surtout environnementaux, car on sait que les engrais malheureusement détruisent la couche agricole. À noter qu'une usine de granulés d'un coût de 2
milliards de dollars et d'une capacité de production de 3 millions de tonnes par an était en vue, mais a pris du retard à cause de la pandémie mondiale du Covid-19. La Zambie lance un programme dirigé par la Banque mondiale pour l'utilisation durable des ressources naturelles. La comptabilité du capital naturel permettra notamment au pays de mesurer et d'évaluer les liens entre l'économie et l'environnement. Les précisions de Nathalie Mo. La Zambie s'engage à allier gestion des ressources naturelles et développement durable. Le pays a lancé un programme soutenu par la Banque mondiale pour une utilisation durable des ressources naturelles dans la planification du développement et les comptes économiques nationaux. Cette initiative permettra à la Zambie de mesurer et d'évaluer les liens entre l'économie et l'environnement. Les pays mesurent la croissance économique par le produit intérieur brut, PIB. Cependant, il est clair que le PIB n'est pas un indicateur suffisant de durabilité car il n'évalue pas le coût de la dégradation de l'environnement et ne reconnaît pas comment les ressources naturelles s'épuisent dans la poursuite du développement économique. La Zambie veut désormais miser sur le développement durable dans la gestion des ressources forestières, foncières et hydriques. Pour les autorités zambiennes, il était important d'incorporer la pleine valeur des services écosystémiques dans la richesse du pays grâce à la comptabilité du capital naturel. On sait que dans des pays comme la Zambie, il y a de l'exploitation minière qui se fait. Donc ça permet d'améliorer, en tout cas d'étudier la dégradation des terres, la dégradation de l'environnement aussi à travers des gaz à effet de serre. Donc ça permet de prendre en compte différents aspects, que ce soit socio-environnementaux, contrairement au PIB. C'est des indicateurs qui sont assez proches du PIB vert. Dans le cadre du programme Wealth Accounting and Evaluation of Ecosystem Services de la Banque mondiale, la Zambie possède désormais 6 comptes. Il s'agit de domaines dans lesquels l'institution financière internationale va accompagner le pays dans le développement de potentialités encore inexploitées. De la culture pour terminer avec la découverte des romans, l'avenir est dans ma tête et on arrivera toujours quelque part de l'auteur Henri Njombo qui est également le ministre d'État et ministre de l'Agriculture de la République du Congo. Des ouvrages riches dans lesquels il dénonce les travers de la société. Un sujet de la rédaction. Les œuvres d'Henri Njombo présentées et dédicacées ce samedi 7 novembre à l'université Mariangouabi, L'avenir est dans ma tête, on arrivera toujours quelque part, sont ses 7e et 8e romans. Le premier retrace l'évolution sociale, intellectuelle et sentimentale d'Evizela, depuis son village natal encelé jusqu'au gratte-ciel de New York et aux lumières de Brasilia. Evazela reçoit de l'institution qui l'emploie la difficile mission de convaincre les populations du Sud de l'universalité de la démocratie. Vos encouragements m'amènent à continuer à écrire. À écrire, pas parce que je viserais la gloire. Nous avons des choses qui nous oppriment et dont nous avons besoin de nous dégager en les lâchant, en les partageant avec les autres, de manière à ce que nous nous accordions sur une certaine démarche. Dans le second titré « On arrivera toujours quelque part », Laura, fille unique, se retrouve dans la rue suite au harcèlement infligé par ses parents. Recueillie par un couple de médecins, ses parents vont s'opposer à son adoption par ces derniers. La réputation de l'écrivain Henri Njombo n'est plus à faire sur le continent. Cependant, nombreux s'interrogent sur la non-intégration de ses œuvres dans les programmes d'études en République du Congo. Rien n'interdit a priori que l'on mette les œuvres, que l'on mette au programme les œuvres d'Henri Njombo. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Après, il y a d'autres conditions. La disponibilité de l'œuvre, son accessibilité. Si l'on dit on inscrit tel ouvrage, est-ce que cet ouvrage peut être obtenu facilement par les parents, par les élèves, ainsi de suite? Quelle est la capacité d'édition de l'ouvrage? Quelle est la nature de l'éditeur, ainsi de suite. Voilà. Cette cérémonie de présentation et de dédicace s'est déroulée dans le cadre de la Journée internationale de l'écrivain africain. Henri Njombo a reçu un trophée remis par le ministère de la Culture
à l'occasion de cette journée, ainsi qu'un certificat pour la pertinence de sa bibliographie. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.